personne pour l'instant. Donc comme d'habitude, on va attendre un peu que les gens, que les gens arrivent. S'ils arrivent un jour. S'ils arrivent un jour. Hop là. Si, il y a moi. Ah, salut. Salut Marie-Audrey. Comment on va? Salut. Ouais, on est 4. Super. C'est génial. 6 mai au premier horloge. Je savais que t'allais être le premier, toi, de toute façon. Ça va, les gars? Salut Damien. Ah, c'est bien, on n'avait pas Oula, pensé oula. au Au photographe. au Non. photographe, mais c'est trop bien que tu sois là. Mais par contre, du coup, peut-être on en parlera. Alors, on aimerait diminuer un peu le temps du live, si c'est possible. Et j'avoue qu'on a pensé surtout à parler des tarifs en ce qui concerne les danseurs et les professeurs et les soirées, enfin les trucs qu'on connaît. Mais c'est vrai que les autres corps de métier, type DJ, photographe, vidéaste, tout ça, graphiste. Salut Morgane. On n'y a pas. On n'a pas tellement de billes en fait pour pouvoir en parler. Donc après, on compte un peu sur vous pour nous aider justement à fournir peut-être un maximum d'informations. Parce que je pense que du coup, le but, ce sera d'informer des danseurs juste amateurs qui profitent un petit peu de tout le système. Et de voir un petit peu ce qui se pratique, ce qui permet aux uns et aux autres d'avoir au moins un barème de réflexion sur comment on se fait payer ou comment on est censé réfléchir pour se faire payer. Je pense que c'est bien d'avoir l'avis et des gens qui se font payer du coup qui sont pros et, Salut Morgane par exemple. Et des gens qui sont pas de ce côté-là de la barrière et qui se disent peut-être des fois que les profs sont un peu chers ou alors qui se rendent pas compte forcément de ce que ça peut investir derrière. Donc voilà. Juste une petite précision. Je pensais commencer en expliquant comment, en règle générale, les critères de tarifs se font, mais dans les milieux de danse un peu plus professionnels, on va dire. C'est-à-dire par exemple, dans les danses académiques, etc. Salut Greg. Et à tous ceux que j'ai pas dit bonjour. C'est parce que ça défile quand même un petit peu. Camilo qui est là. Bonjour Camilo. Moi, bonjour Virginie. Camilo. Salut. Salut. Qui est toujours danseur et professeur de classique et de contemporain, donc il a un peu plus d'expérience de ce côté-là d'autres danses. Sur des infrastructures un petit peu plus cadrées. Voilà. Entre guillemets. Et donc déjà on voulait établir un peu ce qui se passe un peu à l'extérieur du coup au niveau de comment on établit les tarifs et un peu ce qui se passe du coup de notre côté en bachata. Je me permettrai pas de parler de la salsa et de la kiss parce que je pas assez de billes, pareil. Mais voilà. Donc on va parler déjà des tarifs de prof. Parce qu'on entend souvent dire qu'un tel ou un tel s'offre et donc du coup ça tue le métier. Ce qui est vrai et pas vrai, à mon sens, mais bon, ça c'est une autre discussion. En tant que professeur, déjà, il y a des conventions collectives qui nous permettent d'établir le minima, c'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre en dessous. Donc quand on est professeur en classique contemporain, on est diplômé, et donc du coup le minima, de mon souvenir, c'est 15,96 €. C'est-à-dire qu'on sort de l'école, on est personne, on n'a pas été ni grand danseur, ni même forcément avoir été danseur. Il y a des gens qui se forment et qui sont juste professeurs et qui sont passionnés de danse et ils font une formation de professeur de danse. Sachant que là, tu parles des cours en école. Oh, je parle de cours tout court. C'est-à-dire que tu sois en association, en conservatoire ou dans une structure privée d'une école de danse, le minima par convention c'est 15,96 €, quelque chose comme ça. C'est pas très cher et c'est brut. Donc du coup, c'est toi tout seul, déjà parce qu'il n'y a pas de couple. Et voilà, c'est sans expérience et en sortant de l'école, c'est ce qui est conventionné. Après, ce qui se pratique, c'est bien au-delà, mais la convention collective nous dit que le minimum c'est ça. Donc pour les tarifs qui sont en dessous de 10 € par exemple, ça ne se fait pas parce qu'à l'intérieur il y a la préparation. Normalement on est censé préparer nos cours, il y a toutes les connaissances théoriques qui nous permettent aussi d'avoir un bagage supplémentaire que monsieur et madame lambda qui viennent donner un cours de mouvement. Et après avec ça il y a
la durée du contrat qui définit un petit peu la variabilité sans aller en dessous de ce minima-là. Donc souvent, plus on fait d'heures et souvent plus le prix devient dégressif quand on a un tarif un petit peu haut. Un peu logique, je trouve. Et en plus, à cela, se pratique le prix tarifaire à l'unité dans lequel on y ajoute les 20% de congés payés et la précarité, la prime de précarité qui s'ajoute à ça. En gros, les prix sont, je lis les petites notes, les prix sont basés en gros sur les charges qu'il y aura à payer, la durée du contrat et la structure pour laquelle on va travailler. Ok. Bon, on parle pas que, enfin là on parle des danses académiques, mais c'est quelque part quelque chose aussi qui rejoint un peu notre milieu en bachata, parce que le premier problème que moi je soulève, par exemple, mettons au niveau des charges, le problème étant qu'on est beaucoup à travailler au black, ce qui parfois peut arranger, ce que je comprends. Par contre, ça veut dire que des fois on peut travailler pendant des années sans jamais rien cotiser, ni pour la sécu, ni pour la retraite, ni rien du tout. Alors qu'on travaille parfois même beaucoup plus que certains qui font juste des horaires de bureau. Je ne vous critique pas, c'est juste que l'investissement de temps n'est pas pareil. D'accord ? Donc du coup, moi je sais que c'est quelque chose par exemple que je suis en auto-entreprise depuis pas très longtemps d'ailleurs malheureusement. Et c'est quelque chose que je prends en compte. Et c'est un tarif, les charges que je vais payer derrière, et ben je vais les rajouter à mon tarif à l'heure. Forcément parce que je ne vais pas payer pour travailler. Voilà. Et donc du coup effectivement Blaise, si on fait 15 € machin avec les 25% d'abattement de c'est charge, Damien, c'est pas Blaise. pardon, oui, Damien Blaise, pardon. Damien, c'est le minima, c'est-à-dire qu'en dessous, on est en dessous de la loi. C'était vraiment, et comme je dis toujours à mes employeurs, la convention collective, c'est pas ton tarif, c'est le tarif minima que l'État et la société française te dit. Tu peux pas descendre en dessous de ça. Donc, sachant qu'en plus, le milieu latino, c'est très capitaliste, et que du coup, tu fais valoir ta cote, ta renommée, les gens qui te suivent et tout ça. Mais ça s'ajoute en fait à ta valeur. Petite astérix à ce qu'on est en train de dire. Là, on parle beaucoup de nous. On va beaucoup vous poser tes questions. C'est juste que là, on essaie juste d'implanter un peu le décor. Parce que la question va se poser aussi de ce que vous pensez, vous, de l'établissement des tarifs, de la moyenne, entre guillemets, qui peut être pratiquée au niveau des professeurs, selon le contexte aussi, cours particuliers, cours en école, cours de soirée, festival, etc. Enfin bref. Donc du coup, on va beaucoup plus participer avec vous dans quelques minutes. Vraiment, ça ne dure pas très longtemps. C'est juste que là, l'intro, on parle beaucoup. Mais tenez le coup, on arrive. Mais en gros, c'était voilà, pour pour planter le décor. Et donc, en plus, ce que tu avais noté aussi, c'était ce qui peut faire évoluer le prix. Oui, donc du coup, du coup, on arrive vraiment sur l'aspect plus, c'est-à-dire que y a la renommée. Moi, Camilo Joré Vargas, ayant dansé très peu comparé à d'autres danseurs classiques dans lesquels qui ont un nom et des choses comme ça, et qui ont un CV qui est bien plus important que moi, je ne peux pas faire valoir la même notoriété, le même savoir-faire. Et encore, là-dessus, on peut vraiment discuter, parce que savoir-faire pédagogique en tant que professeur et savoir-faire de danseur, c'est pas forcément les mêmes outils. Je pense que j'ai dressé beaucoup plus d'outils de pédagogie que certains danseurs, mais par contre, je ne serai jamais aussi bon danseur que certains. Mais c'est un exemple, hein, c'est pas. Je dis pas ça pour tout le monde. En gros, on parle de la cote. Et la cote, c'est pratiqué en académique, et c'est pratiqué chez nous en bachata, c'est pratiqué chez les acteurs, chez les comédiens, chez les musiciens, chez les peintres, chez les théâtreux, chez tout le monde. La cote, c'est comme ça, c'est pas même en sportif, chez les footballeurs, etc. Et en plus, elle est variable, c'est-à-dire qu'il y a des moments de hausse et il y a des moments de baisse. Donc, quand on se fait moins voir, ou qu'on a. Je sais pas comment dire, on a été dans des affaires un peu bizarres, notre cote elle baisse, ça fait partie du jeu, quoi. Il y a aussi la longévité, depuis combien de temps on est là, en gros. Ouais. Et c'est tout, je dis non, il y a plein d'autres choses. Il y a ensuite, on aimerait que ça soit l'un des critères les plus recherchés pour établir le tarif, mais quelque part la qualité pédagogique, si on est là en tant que professeur, ou la qualité d'interprète, si on est là en tant que danseur.
C'est vraiment deux choses qui sont différentes. Ou les qualités de chorégraphe, parce qu'une chorégraphie ou une autre, selon qu'elle soit faite par un tel ou un tel, il y a une touche et une patte, et donc du coup ça se... Ou des fois les qualités d'animateur, quand en bachata en tout cas, on donne cours genre en soirée, et qu'effectivement on est là pour s'amuser, pour donner envie de recommencer. Donc du coup la qualité d'animation elle est importante aussi. Ces diplômes aussi, mais après les diplômes dans les danses latines, c'est pas... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, pour tous ceux qui sont là. Est-ce que vous trouvez que, en bachata, est-ce que vous pensez que les diplômes sont nécessaires, entre guillemets? Ou, pas les diplômes, mais une expérience notable dans, mettons, une autre danse? Ou alors, je sais pas, est-ce que vous accordez de la valeur aux diplômes qu'on peut avoir dans les écoles de danse latine? Parce qu'il n'y a aucun diplôme officiel, mais il y a des écoles qui fournissent au moins une attestation. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je sais que j'ai un peu de mal avec ça parce que généralement les diplômes qui sont faits en danse latine, ils sont donc payants parce qu'il y a une formation, ça y a pas de souci. Mais c'est juste qu'en fait ces diplômes-là, de ce que j'ai compris, c'est à partir du moment où on a payé la formation, on l'aura quoi qu'il arrive. Et ça j'ai un peu de mal, j'avoue. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que ça... Non, il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État. J'ai l'impression que ça marche un peu comme ça. Comme dans toutes les corporations de métiers, il y a des diplômes qui se font en interne qui ne sont pas reconnus par l'État, mais par contre qui sont reconnus par la corporation dite. Par exemple, en journalisme, je sais qu'il y a des écoles privées qui ne sont pas d'État, mais par contre qui sont tellement reconnues dans leur microcosme qui fait qu'elle a complètement une valeur authentique. Donc il faut aussi en tenir compte, et c'est pas parce que ça n'a pas une valeur pour l'État que ça n'a pas de valeur du tout dans le marché. En fait. Mais on va pas développer forcément sur ce sujet-là parce que pour ne pas spoiler, c'est un sujet qu'on va plus ou moins développer avec une invitée connue et reconnue par ses pairs d'ailleurs, qui arrivera dans quelques semaines. On va voir ça avec elle. Enfin bref. Donc voilà, en gros, je crois qu'on a dit un peu ce qu'on voulait dire au niveau du décor. Maintenant, le fait est qu'on sait qu'en bachata, ça se passe pas comme ça. Et par exemple, Morgane, je sais pas si t'es encore là, j'espère que t'es encore là. J'aimerais bien que tu nous dises comment toi, tu penses que c'est juste d'établir un tarif, par exemple en tant que professeur. Parce qu'il faut savoir aussi que nous, les tarifs peuvent changer si on est prof de soirée, prof en école, les cours d'école, les cours particuliers, c'est un tarif différent, les cours en festival. Enfin, il y a beaucoup de choses au niveau des cours. C'est le moment de vous lâcher, les gars. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre... Alors, je raconte peut-être des bêtises. Salut Laure. J'aimerais bien te poser la question aussi. Comment tu penses qu'il est juste Enfin, quels sont les critères pour toi pour justifier un tarif ou un autre? Je sais que la cote joue beaucoup chez nous. Mettons pour un cours de soirée, par exemple. Les trucs sur lesquels on se voit le plus souvent. Coucou. Salut. J'espère que tu as entendu d'autres questions, Laure. Ouais. Mais bon. Parce que loin de là l'envie de lisser tous les salaires, parce que on considère qu'il y en a qui travaillent beaucoup plus que d'autres, et qu'il me semble juste d'avoir des codes différentes. Après, éventuellement, se dire qu'en tant que professionnel, avoir déjà un minimum et dresser une grille sur les compétences. Ouais, ça marche, on va le faire juste après. Et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, mais que personne casse le taf, parce qu'on travaille tous de ça et qu'on a tous envie que ça se passe bien pour tout le monde en fait. Du coup, Monique, je sais pas si ton cum est encore là. Et Laure, on vous demandait, au niveau des tarifs, même pas forcément des cours, mais des tarifs en général sur les événements sur lesquels vous intervenez ou dans les écoles, etc. Pour vous, c'est quoi les critères pour établir un tarif? Ati qui nous dit, moi je me pose souvent la question, c'est à quel moment tu changes ton tarif, nombre d'années, nombre de festivals, nombre de... etc. Alors moi, si je peux me permettre de répondre, c'est un peu difficile comme question parce que je trouve que notre avis personnel sur nos tarifs et sur ce qu'on veut exercer, on ne peut pas forcément n'écouter que celui-là et qu'il faut qu'on s'adapte aussi à ce que... à la demande. Dans le sens où, par exemple, il y a une politique qui veut que quand on a fait, mettons, un podium en compétition ou quand on a gagné une compétition, on augmente son tarif. Sur le principe, je sais pas, je trouve ça assez, entre guillemets, logique. Oui. Je sais pas ce que tu en penses.
C'est une logique capitaliste. Voilà. C'est logique. Après, le problème étant que les qualités d'un compétiteur n'est pas du tout les mêmes qu'un qualité de professeur. Donc, c'est-à-dire que nous, on va augmenter notre... Mettons demain, avec Camilo, on est premier du batch Data Stars. Désolé, Isena et Jérémy, on vous éclate. La logique voudrait qu'on augmente nos tarifs de prof, alors que pourtant, le travail qu'on a fourni pour faire la compétition n'est pas du tout le même qu'en étant professeur. Donc quelque part, je comprends parce que ça fait monter la cote. Et la cote, c'est le jeu de tous les milieux artistiques. Et ça fait grimper le tarif. Alors, Laure nous dit, malheureusement, c'est compliqué de fixer un salaire, parfois, car on ne se rend pas compte du travail que peut nécessiter un cours, préparation, etc. Justement, on est là pour ça en même temps. Qui n'est pas respecté par tous les professeurs, mais ça, l'organisateur ne peut pas le prévoir. Non, mais l'organisateur, par contre, du coup, par le biais d'informations, peut être à même de au moins commencer à s'informer sur le fait qu'un professeur de danse, il est censé déjà avoir préparé son cours, avoir préparé ses musiques, avoir un minimum d'outils pédagogiques sur l'orientation, la hauteur, l'énergie, l'émotion, enfin plein de choses qui font que tu vas donner un maximum d'informations à tes élèves pour qu'ils puissent danser et non pas juste reproduire une chorégraphie ou une passe. Parce que donner un cours de passe, c'est pas forcément donner, par exemple, on donne des cours de passe en cours de soirée et en même temps, si on n'a pas de mémoire, il y a Manola qui est là. On peut pas jouer juste sur les techniques de guidage parce qu'il y en a et du coup on n'est que sur de l'apprentissage de par cœur. Manola, excuse-moi, je te coupe, je te dis bonjour et Mano, mais je te pose la même question qu'on a posée à Monique, alors à Morgane. Tant que tu es là, pour toi, quels sont les critères pour justifier un tarif, que ce soit dans les cours ou pour un show même, et dans les cours de soirée, cours d'école, etc. Voilà, ce serait cool si tu pouvais nous répondre. Laure nous a répondu. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Laure, moi je sais qu'il y a quelque chose que je trouve assez dommage, c'est que pour les plus professionnels d'entre nous en tout cas, on sait tous que le cours qu'on va donner va être le résultat d'années de recherche, d'expérience, d'apprentissage aussi, d'investissement de temps et d'argent dans les informations qu'on allait chercher auprès d'autres professeurs. Et ça, je pense que les gens l'oublient parce qu'ils se disent, bon, 1 heure, franchement, il abuse, c'est beaucoup. Bah ouais, mais c'est le résultat d'années de travail derrière qui, elles, par contre, ne nous ont jamais été rémunérées. Non, mais par contre, sans aller dans les années en arrière, on peut juste aller sur les jours qui ont suivi, sur lesquels préparer un cours, ça demande au moins 1 heure, 1 heure et demie de travail en amont. Même si c'est pas 1 heure et demie à table, le fait de penser à sa musique de temps en temps, ça fait partie du travail quand on est au boulot et qu'on a des dossiers à faire. On nous demande d'écrire un truc, mais on est toujours on est au boulot en train de penser à ce qui est en train à comment l'organiser. Et l'organisation en fait du cours n'est pas prise en compte dans le tarif horaire. Après, on sait que plus on a d'expérience et plus on arrive à préparer nos cours assez rapidement. On le sait tous, je pense qu'on l'a tous déjà fait, préparer un cours très très vite juste avant parce que salut Mélo. Parce que grâce tout au travail c'est pas le faire à l'arrache en vrai, même si on dit on l'a fait vite avant. En fait, on a l'habitude de le faire depuis longtemps généralement, donc c'est pour ça que ça se fait assez vite. Mais même si on met pas 1 heure et demie pour le préparer, on sait que derrière il y a... Et après, il y a toutes les informations supplémentaires qui sont de l'ordre du salaire. C'est-à-dire qu'une heure payée, on devrait aussi nous accorder les 20% de congés payés et les 10% de précarité qui normalement se font quand on a un contrat à court terme. En vrai. On devrait normalement déjà pouvoir justifier ça de façon sociale, parce que c'est de la sociabilisation du revenu, et dire que des fois les organisateurs comparent à un taux horaire d'une personne qui travaille 35 heures dans la semaine, et effectivement si on compare à ce taux horaire sur 35 heures, on est beaucoup plus cher. Mais en même temps, nous, on ne travaille pas 35 heures. Donc, du coup, on travaille avec cette précarité-là et avec le fait qu'à l'intérieur de ce taux horaire, normalement, les congés payés ne sont pas rémunérés. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. En réalité, c'est vrai qu'on est très peu à vivre que de la danse. Et donc, du coup, peut-être que alors, je dis pas qu'ils le font tous, mais ceux qui ont un travail à côté se permettent des fois peut-être d'avoir des tarifs moins importants. Je dis pas qu'ils le font tous, encore une fois. Je sais que ça arrive. En justifiant que la personne a déjà un travail. Attends, j'arrive. Mais par contre, je trouve que c'est pas forcément une raison parce que du coup, pour respecter ceux qui ne font que ça, pour le coup, c'est bien de s'aligner. Alors, je reprends les questions. Ati nous a dit, comment tu mets un prix sur la pédagogie du coup ?
Parce que je disais tout à l'heure, effectivement, quand, par exemple, on gagne une compète, on augmente notre prix dans les cours. Alors, effectivement, les deux n'ont... la pédagogie n'est pas le même travail qu'un compétiteur. J'expliquais aussi que... Ça n'a pas forcément d'incidence en plus sur ta voilà, pédagogie. mais ça nous fait grimper en cote, donc là forcément ça augmente le prix. Alors comment on met un prix sur la pédagogie? Et bah, pour moi c'est une très bonne question, honnêtement. Parce que c'est tellement, je trouve, subjectif que... Notre seul caractère objectif en fait, c'est si cette personne elle a fait d'autres danses et que du coup elle a un diplôme d'état avec... ou dans lesquels il y a une espèce de tronc commun sur la théorie pédagogique. Malheureusement, un diplômé d'État a plus d'outils que, je sais pas, je pense qu'en plus, de par mon expérience, par exemple, sans dénigrer Coco, c'est juste un exemple et c'est vraiment pas pour me fâcher avec lui. Hein. Je pense que j'ai plus d'outils pédagogiques, il y a un vécu sur scène, sur l'expérience scénique, le fait de transmettre de l'émotion. Tout ça fait que je pense que j'ai que moi, que beaucoup en fait. Oui, mais je mets Coco parce que c'est un nouvel arrivant et qu'on le voit beaucoup. C'est un nouvel arrivant, Coco, si tu nous entends. Ça fait 1 an qu'il est en place, en gros, 1 an et demi. Et effectivement, je crois que l'un de nous qui fonctionne le plus en ce moment. Après, je connais pas son tarif, c'est pas une question de tarif là pour le coup, mais en tout cas, sur la connaissance corporelle, je pense quand même que, même sans avoir jamais rien fait, c'est des choses sur lesquelles on peut tarifer quelque chose. Et alors, Laure nous a dit, après en règle générale, ça serait l'expérience, pédagogie, bagage pro, renommée, palmarès, diplôme, type de cours spécifiques, cours de passe, etc. Exactement, je suis assez... Oui. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça réunit tout ça, ouais. Ati qui dit grave, le prix des shows, on veut tout savoir. Alors, moi je sais que j'ai eu quelques petits mots pas forcément très gentils avec ou des gens ou des gens entre guillemets, des danseurs ou alors des gens qui voulaient nous employer pour un show et on nous dit ouais mais ton tarif au show il est trop cher, tu danses 2 minutes 30, 3 minutes, c'est abusé. Alors, Laure, si tu mets pour les shows, ah là là, ouais, bon, on est d'accord. Alors les shows, faut savoir que déjà, premièrement, si je dirais le truc le plus facile à quantifier, le prix du costume. Ça, il faut nous le rembourser. Enfin, il y a un moment donné, on va pas payer pour travailler. Voilà, point. Ça, c'est le truc le plus quantifiable, je crois. Les gens se rendent pas compte de la préparation, nous dit Laure. Je suis d'accord, un show, je crois qu'on se rend pas compte du temps et de l'investissement énergétique, même financier, et au niveau du temps que ça demande. Ça demande l'invention, on doit trouver une musique. On doit payer ou non celui qui va nous faire le montage de la musique, ou alors on peut le faire nous-mêmes, mais c'est encore du temps. On doit apprendre la chorégraphie, on doit la répéter, l'arranger, l'améliorer, et la répéter, et encore la répéter. Et ça, c'est un travail qui dure des mois et des mois. Des mois et des mois sur lesquels personne ne nous paye pour nos heures de répète. Donc non, je pense qu'un show n'est pas trop cher quand on demande, admettons, je dis un prix au hasard, 300 € pour un show de couple, disons un couple pas forcément très connu. Ouais, malheureusement, non, c'est pas cher. Non, 300 € c'est pas cher parce que quand on est en opéra par exemple, on est payé à peu près 340 € pour une soirée de travail sur le plateau et on danse pas pendant 1h45, on danse au mieux... Enfin, au pire, 1 minute 45 pour ceux qui sont solistes et qui font juste une traversée. Et au mieux, les 2/3 du spectacle. Donc, on est payé 300 € par personne. C'est-à-dire que dans un corps de ballet, il y a 25 personnes. Ces 25 personnes-là, elles sont payées toutes 300 € minimum. Puis vous êtes payé pour les répètes. Et je parlais que ça, c'est juste le tarif de représentation. Après, on a un tarif de répétition sur lesquels il est admis que pour préparer un spectacle, on met 3 mois et qu'on a 5 jours de répétition par semaine et que chaque jour est payé 75 €. Voilà, c'est le minimum. Sachant que 3 mois, c'est pour des danseurs expérimentés qui sont dirigés par des professeurs et un chorégraphe pour qui la choré est déjà prête, finie, arrangée, etc. Pas forcément, mais... Normalement, ça se passe bien. Enfin bref. Donc oui, mais les danseurs, vous ne créez pas la choré. Non, mais le chorégraphe crée sur nous. Ah oui. Sur une création, on s'est fait pendant 3 mois sur le pouce. Mais sur des danseurs qui sont pros, quoi. Oui. Donc voilà. La raison, je pense que Laure, j'espère ne pas avoir oublié de points sur les shows,
mais je pense que j'ai à peu près dit pour expliquer que non, un tarif à plusieurs centaines d'euros pour un seul show, une représentation, c'est que dalle. Voilà. Normalement, en plus, si on a une troupe avec 4 ou 5 danseuses, et c'est pas beaucoup, on devrait normalement multiplier ce tarif-là sur 4 ou 5 personnes. Les organisateurs ne se rendent pas compte que payer même 500 balles, ce qui peut paraître beaucoup pour un show, c'est rien. Moi, je sais que même la prise de risque pour les porter, etc., leur a dit, oui, c'est vrai. Je peux en témoigner, j'ai eu un pied en moins et un genou en moins pendant 1 an. Donc voilà, à cause des fichus portés, je pense que je suis loin d'être la seule à m'être blessée. Et encore une fois, par exemple, tout à l'heure, on parlait de ce qui n'était pas déclaré. Bah, moi, pendant 1 an, où j'ai pas pu travailler, j'ai pas non plus été assurée par la Sécu ni indemnisée. La faute est parce que les orgas veulent jamais déclarer, veulent toujours nous payer au black. Donc là aussi, il y a un souci. Et après, les orgas te disent « Oh, mais ça va te faire de la visibilité, dis-leur. » Voilà, c'est un peu ça. Moi, je sais que par exemple, là, je pense que si vous ne l'avez pas vu passer, je suis en train de... Enfin, j'ai formé une petite troupe de danseuses avec Marie et Maëlys. Je vous fais des bisous. Et on va faire la première de notre show au SBK Normandie en octobre. Et venez à ce festival, il est trop bien. Il y a un code promo, c'est RAF si vous voulez. Il est trop bien. Bref. Et en fait, je sais que ce show-là, j'aimerais après le faire tourner en région parisienne, etc. Et j'avoue que je suis un peu en train de serrer les fesses quant à ce que je vais pouvoir obtenir comme tarif pour moi et pour les danseuses en fait. Donc bon, on a Greg tout à l'heure qui nous a dit par rapport au diplôme, j'y accorde aucune importance en danse latine. Pour moi, ce n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme pour enseigner ces danses, surtout qu'il n'y a pas de consensus sur les définitions, les styles, etc. Je fais attention au niveau de danse des profs ainsi que leur pédagogie. Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. Mais je pense qu'on va pas développer ça maintenant parce qu'on en parlera dans une autre vidéo et que comme on aimerait éviter de faire un live d'à peu près 6h30, voilà. Mais je sais pas ce que t'en penses, ce serait bien d'en Juste parler. une phrase. Le problème, c'est que Greg, tu as peut-être maintenant une somme d'expérience qui te permet de voir la compétence des professeurs, mais un débutant ne peut pas avoir cette compétence-là. On va finir avec ça. Mais on ne peut pas juste se fier à son ressenti et à son expérience pour juger d'un professeur. Donc voilà, mais ça promis, on en parlera dans un autre live avec une guest, comme je vous avais dit. Voilà, il y a Alex qui a dit d'effrayer le maquillage aussi. Oui, je suis d'accord, le maquillage, ça coûte une blinde pour les shows. Et Laure qui rajoute, et encore, faut-il avoir l'occasion de faire plusieurs fois son show pour le rentabiliser. Effectivement, d'où, voilà. Ati qui nous dit, je suis bien d'accord sur la préparation d'un show, quelle que soit la danse et le type de show, les gens se mettent sur leur 41 et se sont généralement un peu cassés la tête, faut respecter ça. On est d'accord. Là vous racontez votre vie, donc tout le monde s'en fout. Enfin bon, ceci parlant, en parlant assez juste. Salut Emeline. Si on est sur un festival ou sur une grosse organisation, éventuellement ce qu'il faut commencer à demander, c'est comme on est des artistes, c'est à demander un cachet. C'est-à-dire que pas se mettre en auto-entrepreneur, mais donc du coup vraiment être rémunéré comme un artiste qui en général sont rémunérés en tant qu'intermittent du spectacle. Donc un cachet te donne droit à déjà pas mal de choses et te ferait par cumul, si à un moment donné tu es un artiste qui est récurrent et régulier, pouvoir avoir un statut dans lequel tu as la sécurité sociale, une indemnité journalière parce que tu as fait tes 507 heures et blablabla et blablabla et blablabla. Donc le cachet dans le monde artistique, je pense qu'il faut commencer à y penser, ne serait-ce que déjà en parler, s'il y a de plus en plus de professeurs qui se disent voilà, nous on est des artistes, on va être payés en cachet, ça pourrait déjà être un biais pour pouvoir contenter tout le monde. Moi je sais que c'est quelque chose auquel on a déjà pensé et le problème se fait que, on va dire qu'en règle générale, les MJ en arrivent. Hein. On va dire que les trucs qui génèrent le plus d'argent, je pense que c'est les soirées. Oui. Et le fait est qu'effectivement, à 10 € la soirée, si on veut payer correctement le professeur qui est là, et presque même, j'ai envie de dire, le show s'il y en a un, etc., il faut qu'il y ait une soirée où il y a un peu de monde. Il faut que ça marche. Et si on veut commencer à déclarer, en plus de payer correctement, ça demande encore plus de frais. Je ne suis pas organisatrice de profession, mais j'ai déjà, comme certains peuvent le savoir, j'ai déjà organisé une soirée régulière qui est la Locura avec monsieur David Gomez. Maintenant, il est seul à s'en occuper. Donc, je sais ce que ça peut demander comme investissement d'argent. Alors, moi, la question que je me posais, c'est
éventuellement pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde puisse déclarer et être protégé par le système français qui, même s'il a des problèmes sur certaines choses, peut nous aider quand même. C'est pas si mal. Est-ce que les gens seraient d'accord pour éventuellement augmenter un peu le prix de la soirée d'entrée, pas pour que les organisateurs s'en mettent plein les poches, mais pour que justement tout le monde, orga et intervenants, et DJ, etc., puissent s'y retrouver et avoir un salaire décent et puissent se déclarer et payer ses charges, etc. La question que je me pose est là, vraiment, est-ce que vous et nous, parce que je sais pas, moi je sais que je me suis déjà pris des réflexions, je paye mes soirées comme tout le monde, c'est pas parce que j'ai entre guillemets eu un petit nom dans la bachata que toutes mes entrées en soirée sont gratuites, je paye moi aussi. Est-ce qu'on serait prêt à payer l'entrée des soirées un peu plus cher pour des conditions un peu meilleures pour les gens qui y travaillent? Donc voilà, je vais lire l'avis d'MJ. Personnellement, donc c'est l'avis de toi qui es là, c'est l'avis d'une danseuse et non pas une professionnelle. Personnellement, je pense qu'il faudrait un diplôme pour se définir prof de danse, quelle qu'elle soit, et après, effectivement, les prix gagnés seraient un plus pour faire le tri dans la multitude de danseurs qui s'autoproclament profs de danse. Je vois des gens qui ont commencé en même temps que moi, qui n'ont aucun titre et qui dansent guère mieux que moi et qui sont soi-disant profs. Avec un diplôme, ça permettrait de faire le tri et de se dire qu'on paye vraiment pour de véritables cours. Et Ati qui rajoute « Et comment un prof qui ne veut pas faire de compétition mais qui est bon pédagogue, quand même, il n'a pas le droit d'augmenter son tarif ?» Bah si, la longévité, à un moment donné, le fait que, de toute façon, un bon prof, quand tu es un bon prof, il y a aussi du bouche à oreille qui s'opère. Ouais. Je pense qu'il y a la reconnaissance par les pairs aussi. Il y a la reconnaissance par les pairs. Donc, quand d'autres professeurs te citent pour... Quand d'autres professeurs te citent en disant qu'il a telle ou telle qualité sur l'espace, il est génial, sur l'apprentissage des jambes, on a tous des qualités qui sont intrinsèques en fait à notre danse et peut-être là où on a eu des difficultés, on a investi plus de réflexion sur les choses à travailler. Donc je pense que personne ne prend la place de personne, mais par contre on peut se cumuler et donc du coup se dire qu'on a tous notre place. Mais, ouais, moi, par exemple, par rapport à ce que tu dis, si, moi je trouve qu'il a carrément le droit d'augmenter son tarif selon les critères, malheureusement lesquels ça reste compliqué entre nous. Par contre, je trouverais ça abusé que quelqu'un qui est, admettons un Français arrive champion du monde au Stars. Jérémy Izena, c'est pas du tout la pression. Admettons que du coup il est son titre de champion du monde et qu'il arrive du coup sur le marché en France, c'est lui qui a le plus gros tarif de professeur. Ok. Je trouverais ça particulièrement injuste parce que je trouve qu'il y a des gens qui en termes de pédagogie vont être 1000 fois meilleurs et que eux par contre, même s'ils n'ont pas de titre et qu'ils n'ont pas fait de compète, auraient même largement le droit d'être plus chers que ceux qui sont entre guillemets titrés en termes de cours, hein, je parle bien dans l'optique de donner des cours. Mais bon, ça après, ça n'engage que moi. Et malheureusement, il n'y a pas de compétition de professeurs. Et puis je pense que qui évalue les qualités d'un professeur, je pense que honnêtement, pour moi, je trouve qu'il y a des enfin, c'est pas le sujet non plus, mais je trouve qu'il y a des qualités de base, même si chacun va avoir ses points forts, je trouve qu'il y a des qualités de base que chaque professeur devrait avoir, et enfin bref, c'est un autre sujet. Pour répondre à MJ, qui disait que le diplôme pouvait être une bonne chose. C'est une bonne chose pour plafonner un minimum en fait. Je pense aussi. Je pense juste pour avoir un minimum. Après, le nombre d'années de danse ne fait pas la qualité du prof. Encore une fois, t'as dit, il y a des gens qui ont commencé en même temps que moi, etc. Ça dépend comment ils ont bossé, ce qu'ils ont fait avant. Après, si on dit depuis tout à l'heure qu'un bon danseur fait pas forcément un bon prof. Et un bon prof, ça fait pas forcément le meilleur des danseurs. Par contre, je pense qu'un mauvais danseur, ça fait pas un bon prof. Ça fait pas un bon prof, et je pense qu'un bon prof ne fait pas un très mauvais danseur non plus. Mais bref. Greg qui dit, oui voilà, j'arrive à voir, mais comme je dis, c'est vraiment ma vision des choses. Merci Greg. Alex qui nous dit, en fait, il faut faire la différence, donc Alex qui est danseur et non professionnel, il faut faire la différence aussi. Je me mets à la place des organisateurs. Si on prend des soirées comme il y a au KO ou à Bachamiya, je vais prendre un prof qui donne de la visibilité à ma soirée, pas forcément un prof qui donnera un cours efficace, mais plus un prof qui, par sa renommée, me ramènera du monde. Ça, j'entends. En tant qu'organisateur de soirées et d'événements, j'entends. À l'inverse des festivals où les danseurs qui y vont sont vraiment dans une optique d'apprentissage et d'amélioration dans la plupart du temps.
Ça, on peut discuter. Je pense que justement, on peut discuter. Je pense que les festivals, c'est merveilleux pour faire de l'argent et pour contenter un peu les gens qui veulent vraiment apprendre. Surtout qui veulent approcher d'internationaux, en fait. Le but, c'est d'approcher des internationaux. Je pense que rarement, avec la masse d'élèves qu'il y a, le professeur va venir te voir pour te dire « Excuse-moi, mais au niveau de ta posture, ton coude, ton bras, enfin te donner un détail très précis. » On a dit rarement, hein, parce que ça arrive. Mais c'est plus rare. Alors que dans un cours à échelle plus humaine, le professeur sera déjà plus à même de te voir, parce que déjà il est vachement plus près que toi, et il pourra voir des choses que moi, à 20 mètres, je ne vois pas en fait. J'ai pas un regard d'aigle et je ne pense pas que non plus. Alex finit en disant, par exemple, quand on sort d'une soirée du week-end, on va parler de la soirée quand on sort d'un festival, on va plutôt axer les discussions sur les cours qui ont été faits, etc. Alors je suis assez d'accord sur le fait que sur les festivals, on va plus penser aux cours et aussi aux soirées, et qu'en soirée, généralement, il n'y a pas beaucoup de gens qui apportent d'intérêt aux cours. Par contre, est-ce que c'est une justification pour dire que du coup, le cours, on s'en fout? Bah, je trouve pas, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est venu là pour travailler, tu vois, donc je pense qu'il a le droit d'avoir un minimum Enfin, tout travail mérite salaire, quoi. Laure qui dit, t'inquiète MJ, quand j'aurai mon académie de danse, #placement. Merci Laure. Olivier nous dit, ok, mais du coup, vous en connaissez beaucoup avec le statut d'intermittent, pour interrogation, et si oui, est-ce qu'il profite du droit de formation? Je veux dire, il y a bien des formations à la pédagogie et à d'autres danses dans ce catalogue de formations qui permettraient de simplifier les choses, pour interrogation. Non, mais c'est parce que justement, je pense que culturellement, dans le milieu latino, tout ça n'est pas encore mis en place, et que en tout cas, nous, on questionne, hein, on n'est pas en train de donner des solutions parce qu'on n'a pas, ni dans l'administratif, ni dans l'État, ni des choses comme ça. Par contre, on se pose beaucoup de questions mais sur par comment contre, améliorer le les fait choses. de se dire qu'on est deux professionnels qui se questionnent sur le monde dans lequel on interagit et qu'on a aussi envie d'avoir des interactions avec vous, les autres professionnels, de façon à peut-être commencer à se faire un peu plus entendre et de dire que c'est un milieu professionnel et qu'il faut professionnaliser les choses et que cet amateurisme du black, ça ne fait que accroître la précarité et la difficulté pour tous ceux qui y travaillent dans ce milieu. Et que effectivement, on va sûrement perdre des choses s'il y a des choses qui deviennent plus réglementées. Mais en même temps, on va y gagner aussi. Donc après, tout est une question de balance et de savoir si après, on monte des corporations, des conventions collectives avec plusieurs professionnels sur lesquels après on va aller dans des institutions type ministère et blablabla. Mais je crois de toute façon que dans notre métier, je suis pas sûre qu'on ait assez d'heures pour avoir le statut d'intermittent. Alors, le statut d'intermittent, quand on est danseur, c'est à nous de le créer. D'accord ? C'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est quelque chose qu'on va chercher. C'est-à-dire qu'il faut faire minimum 507 heures. Et pour faire 507 heures, ou on a des regroupements de cachets de 8 heures, ou on a des cachets isolés de 12 heures. Donc pour faire 507 heures avec des cachets de 12 heures, ça va plus vite que si on a des regroupements de cachets et qu'on travaille de façon plus régulière dans une infrastructure pendant 3 mois. Bref, en attendant, c'est pas quelque chose qu'on nous donne, le statut d'intermittent. C'est vraiment quelque chose que le danseur va chercher en allant à droite, à gauche, trouver un maximum de contrats. Donc Damien qui dit, le festival, c'est du travail à la chaîne. D'ailleurs, question pour les profs. Donc tous les profs qui sont avec nous, écoutez bien cette question. Est-ce que vous faites le même contenu pour un cours qu'on organise nous-mêmes, enfin nos cours à nous, quoi, perso, et pour un cours de festival? Alors moi je sais, personnellement, ça s'éloigne un peu du sujet des tarifs, mais juste petit truc, moi je sais que pour un cours de festival, j'aime bien dans le sens où je trouve ça il y a moins de demandes commerciales que pour un cours genre mettons de soirée, parce qu'en soirée tu dois plus t'aligner à la demande, même si tu essaies de mettre ta patte aussi, qu'en festival je trouve que c'est plus facile de s'exprimer et de faire vraiment ce qui te plaît. Bref, c'est un autre sujet. Ati nous dit, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, les moyens de faire des festivals ou juste au niveau des organisations de vie personnelle ou même de la gestion de soi, et du coup je suis contre le fait de donner des cours de cassos en soirée sous prétexte que c'est pour animer, #respectons-nous. Encore une fois on s'éloigne du sujet, mais je suis assez d'accord avec toi Ati, c'est pas parce que c'est un cours de soirée qui est censé animer qu'on peut se permettre entre guillemets de s'en foutre et d'organiser ça un peu n'importe comment. Non, mais par contre, si tu fais un cours que tu définis complètement intermédiaire dans ta vision d'intermédiaire,
Si par exemple tu n'as que des débutants plus qui sont y a à ton Laurent cours, qui est là. on te critiquera en disant que tu t'adaptes pas à ton public. Mais c'est une autre question. Excuse-moi. Marion et Laurent, vous venez juste de nous rejoindre un peu plus tôt dans la conversation. On avait posé la question. Putain, Alex, je suis désolée, je t'ai oublié tout à l'heure. Je m'en suis rendu compte si t'es encore là. J'espère que t'es encore là. On a posé la question à Laure et tout ça. Donc écoutez-nous. On leur a posé la question. Ah bah, David est là aussi. Donc tous les intervenants qui viennent tout juste de nous rejoindre, qui sont pros, on aimerait vous poser cette question qu'on a déjà posée. Pour vous, qu'est-ce qui justifie la fixation d'un tarif ? Que ça soit en cours particulier, en cours de soirée, en cours normal, pour un show en tant que danseur, interprète ou comme en tant que professeur. David, en tant que DJ aussi, ça peut être intéressant, même si je pense qu'on va pas trop développer parce que c'est un autre corps de métier. Par contre, je pense que plus tard, dans les petites questions de la bachata, on va de plus en plus faire grossir la chose et parler des autres corps de métier qui sont autour de nous. Mais voilà, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Toujours, on essaie de parler des tarifs, hein, bien évidemment, on évite de trop s'éloigner. Mais vous inquiétez pas, tout ce qu'on nous dit, on note et c'est des sujets qu'on abordera probablement plus tard. Damien nous dit, pour rester dans le sujet, un cours débutant est-il facturé le même prix qu'un cours inter ou avancé ? Oui. Voilà. C'est plus difficile de faire un bon cours débutant que de faire un bon cours intermédiaire. Ouais. Parce que normalement, tu inities les bases de connaissances de tes élèves et donc du coup, tu dois donner le plus d'informations justes possible de façon à ce que ton élève progresse afin que quand il devienne intermédiaire, tu n'aies pas à revenir dessus. Que normalement, Marie-Astrid, mais qu'est-ce que tu fais là ? Alors juste une petite intro, on a passé notre collège et notre lycée ensemble, on ne s'est pas revus depuis. Bah salut, je suis grave contente de te voir. Bref, des bisous. Oui, pour revenir à ce que Camilo disait, entre guillemets, c'est plus facile pour un cours inter ou avancé parce que normalement, si le niveau est respecté, les élèves ont déjà compris des choses. Et donc c'est un peu plus facile d'initier de nouvelles connaissances. Ouais. Et je voudrais prendre l'analogie du travail normal. Quand tu travailles et que ton directeur te demande ou de faire du tri de papier ou de taper des choses plus complexes sur ton ordinateur, est-ce que tu vas pratiquer un autre tarif que selon ta fonction ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Donc pour moi, c'est un peu du même ordre. Sans vouloir être ironique. Adi a dit. J'en ai eu là. Après, généralement, même quand c'est une soirée, généralement, l'orga affiche le niveau du cours qui sera donné. Camilo président. Elle a mis Camilo président. Moi, je suis d'accord. Merci. D'accord. Moi, je suis grave d'accord. Mais donc, du coup, oui, le prix, nous, en tout cas, on trouve que c'est logique quel que soit le niveau, de donner même. Je trouve que le prix qui va différer, par exemple, c'est, mettons, si je donne un cours particulier ou un cours dans une école ou un cours dans une soirée pour 200 personnes. Enfin, là... Moi, j'ai un tout petit truc à donner sur les cours de soirée. Salut, Jérém. Moi, je voudrais juste... Alors, je sais que ça ne se pratique pas. Je finis. C'est juste pour que Jérém, il ait le temps de préparer sa réponse avant que tu parles. Pendant que tu parles. D'accord, ok. Jérém, tu viens d'arriver, on te pose la question de la poser à tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire ce qui pour toi justifie la fixation d'un tarif dans toutes tes fonctions de danseur et de prof ? Voilà. Dans le prix d'un cours en soirée, ce que moi j'ai envie de mettre, parce qu'on se met aussi en spectacle quand on continue le cours, quand on est... j'arrive pas à le dire. Excusez-moi. On donne les cours et après on nous demande de rester. On donne, nous, en général, un tarif horaire pour le cours de danse, qui n'est pas un prix de représentation globale sur le fait de donner un cours et de continuer à faire le taxi danseur, parce qu'au final, c'est un petit peu ce qu'on fait. Et ça n'est pas pris en compte dans la tarification à la soirée. Pour ma part, c'est deux travails différents, et donc du coup, ça mériterait le fait de dire « je travaille et je donne des cours pour tel tarif ». Si je reste, je devrais avoir un petit plus. Mais ce n'est que ma vision des choses et je pense que c'est assez justifiable. Ouais, je sais que c'est... je crois que depuis que j'ai commencé à donner des cours dans les soirées, on m'a toujours demandé de... Jérémy, tu demandes le prix pour les élèves ou le cachet du prof c'est une bonne question. Alors là, on parlait de soirée, donc prix du cachet pour le prof. Non, pas que les soirées. En soirée. Et si c'est en cours... Pour les cours en général, les cours que tu pratiques toi, je sais que tu fais des cours en école ou tu fais des cours en soirée. Tu fais des prestations aussi pour tout ça en fait.
Et donc je disais, je sais que depuis que j'ai commencé, on m'a toujours demandé de rester à la fin des soirées. On me l'a pas demandé, on me l'a imposé sans vraiment me le dire. C'est-à-dire que c'est toujours du genre, on dit rien, on dit pas au prof. Par contre, quand je vous book, c'est pour rester 2 ou 3 heures après le cours. Par contre, si on ne le fait pas, on se fait cracher dessus. Donc j'aimerais bien déjà rien que ça soit cool, qu'on nous dise dès le début, par contre quand je t'emploie c'est pour ça. Et que dedans effectivement moi je trouverais ça plus juste qu'on mette une rallonge dessus parce que ça reste du temps qu'on prend et pas passivement, on n'est pas juste là à faire le poteau dans la soirée et à attendre que ça passe. Du coup ça baisse le tarif horaire, si on parle en tarif horaire. Clairement. Parce que du coup si on nous dit je t'engage pour une soirée dans laquelle tu ferais le prof et le danseur pendant ma soirée de façon à promouvoir ma soirée, déjà on est promoteur de soirée, on est taxi et on est professeur de danse. Donc du coup là il y a un package. Donc il me semblerait logique qu'on ne dise pas c'est quoi ton tarif horaire en tant que professeur de danse. C'est un peu biaisé. Ouais. Vanessa, pareil, je te pose la même question que j'ai posée à Jérémy et à tout le monde. Pour toi, qu'est-ce qui justifie, comment fixer un tarif? Jérémy nous dit tout dépend si c'est un cours particulier, un cours d'école régulier ou un cours de soirée. Ah là-dessus on est d'accord. Là on est tout à fait d'accord. Mais on va dire, admettons par exemple pour un cours de soirée. C'est le truc le plus courant. En fait, les cours que tu n'organises pas en tant qu'individuel d'une école. En général, quand tu fais une école où tu fais partie d'un staff pédagogique et tu as un tarif horaire de professeur de danse dans lequel tu te mets d'accord avec ton employeur, ou c'est toi qui as créé ton association ou ton école privée et qui pratique après un prix à l'unité de chaque élève et tu sais que tu vas avoir une fourchette de tarifs horaires en fonction de qui va venir, qui ne va pas venir. Salut Andrea. Andrea, elle organise la soirée sur laquelle on travaille tous les jeudis soirs. D'ailleurs, on va pas tarder à finir parce qu'après, il faut qu'on parte. Andrea, si tu nous as entendu juste avant, je pense que c'est vraiment pas dirigé contre toi. C'est en général pour tous les professeurs dans toutes les soirées possibles et inimaginables. Est-ce qu'on peut voir avec les orgas éventuellement si on peut discuter du tarif quand on reste après les cours? Vanessa nous dit mais les danseurs internationaux négocient leurs tarifs en y ajoutant des heures de présence lors de la soirée. Et je trouve ça c'est juste et je trouve ça assez injuste que nous, pas internationaux, nous ne puissions pas le faire. Parce que nous ne pouvons pas le faire, c'est même pas négociable en règle générale. Et Vanessa dit et ça me paraît tout à fait normal, quitte en effet à ce que ce soit un autre tarif ou un forfait négocié. Je suis assez d'accord. Qu'est-ce que tu penses? Bah oui, c'est pour ça que je dis faut que nous, après, en tant qu'intervenants, on sache dire d'accord, tu me demandes un tarif de professeur de danse, est-ce que je reste ou est-ce que je reste pas? Du coup, le tarif change parce que mon temps de travail est différent. Jérémy nous dit et le prix varie en fonction aussi du niveau du prof. C'est normal que le prof débutant ne gagne pas autant qu'un prof international. Ça dépend aussi de sa notoriété, de ses titres. Alors là, déjà, je trouve que tu mélanges le niveau avec la renommée et la notoriété. T'en parles juste avant, t'as dit le prof débutant gagne pas autant qu'un prof international. Ça veut dire que pour toi, un prof qui n'est pas international est moins bon qu'un prof qui est international. Je le sais de sources sûres et je ne citerai personne. Par contre, je le dis, il y a des profs à l'international qui sont bien moins bons pédagogues que certains qu'on a en région parisienne. Donc je trouve que déjà là, il y a quelque chose qui est biaisé. Ouais. Il y a un amalgame entre la notoriété, la cote et les compétences pédagogiques qui est un peu... Vanessa dit après le tarif dépend à mon sens de nombreux facteurs, niveau demandé, CV du prof, contexte, etc. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait un peu plus tôt. Pour nous, on avait un espèce de tarif de base, ça a eu vraiment minima, et après tout ce qui faisait augmenter ton tarif de par ta cote, ton expérience, la longévité de ton parcours dans le domaine dans lequel tu exerces. Je ne me permettrai pas d'avoir un tarif aussi grand que certains professeurs qui sont là depuis 10 ans, malgré le fait que j'ai des outils. Parce qu'en bachata, je suis tout neuf et qu'il y a encore des choses que j'ai à apprendre, mais après, ça n'engage que moi. Jérémy Lénaud qui dit bien sûr, mais l'offre et la demande. Alors là, pour le coup, je suis assez d'accord. Ouais, mais là, on est sur un principe capitaliste complet. Voilà. Mais en même temps, un débutant, si on part juste sur ça, d'un point de vue juste philosophique, un débutant qui se sent être meilleur qu'eux, il peut te dire, moi, mon offre, c'est plus cher que machin qui a 25 ans d'expérience et qui te dit bah moi c'est mon tarif. Ouais. Sans une autre explication. Effectivement, Jérémy, c'est le truc un peu capitaliste. Alors je sais que ça reste un business, mais ça reste un milieu artistique aussi. Donc je trouve qu'il y a un espèce de juste milieu qui n'est plus du tout là aujourd'hui, en tout cas dans la bachata. Diamant qui dit comme pour les voitures, on va lancer un Argus des profs de danse après ce live.
Delphine nous dit « Hello vous deux, vous pensez que le tarif doit être différent pour l'homme que sa partenaire pour l'interrogation ?» Alors... pas même genre égale même salaire. On est deux humains avec deux cerveaux pareils. Ça me dépasse encore, je suis désolée, je te coupe. Même la question. Qu'aujourd'hui, non, mais la question, mais je comprends parce qu'en même temps, il y a des. Oui, ça se pratique. Ça se pratique. Ça me dépasse qu'aujourd'hui, on puisse encore faire cette différence de genre quant au salaire. Enfin, je sais que c'est en ce moment, c'est un peu le combat des féministes, etc., de même travail, même salaire. Bah là, c'est le même problème. Et en fait, le truc, c'est que ça ne choque personne qu'un prof puisse ne pas payer sa partenaire ou alors la payer moins que lui. Alors attention, je parle de partenaire et pas d'assistante. Je n'aime pas du tout ce terme d'assistante, mais j'avoue que j'en ai pas trouvé un autre. C'est-à-dire qu'il y a des profs ou profs, ou filles ou garçons, qui donnent cours avec un ou une partenaire, c'est-à-dire qu'à travail égal, rôle égal. Et des fois, il y a des profs qui ont par exemple quelqu'un avec eux juste pour les aider, on va dire, pour le support visuel. Donc là, n'est pas du tout le même travail, n'est pas du tout la même recherche, n'est pas la même expérience, n'est pas du coup là, je trouve que c'est justifié que le revenu ne soit pas le même pour les deux. Même si je trouve que ça ne justifie pas le fait que la personne qui est là pour faire le support visuel ne soit pas payée parce qu'elle a au moins donné du temps. Au moins. Donc je trouve que même là, et elle s'est déplacée, donc même là on devrait la payer, mais bref. Je trouve que c'est le seul cas où il devrait y avoir une différence. Mais sinon, même travail, même paye. Enfin, après, en même temps, j'ai l'impression que ça dépend aussi comment se définit le couple. Par exemple, moi et Raph, en ayant des expériences et des sommes de connaissances différentes, on se fait payer pareil. Ouais. Donc c'est nous qui l'avons défini quand on va voir des orgas, pas depuis très longtemps, mais en tout cas on dit voilà, nous c'est notre tarif et on est à ça, elle vaut ça, je vaux ça, et donc du coup... Après c'est une unité à faire dans le couple. Andrea, je rappelle, qui organise la soirée sur laquelle on travaille tous les jeudis, nous dit « Je paye mes profs en fonction de sa formation et sa pédagogie car je connais des profs très très connus qui pour moi ne savent pas bien transmettre pour leur savoir, leur pédagogie pour moi passe avant tout. » Pour le coup, je suis assez d'accord. Vanessa dit « Complètement d'accord avec vous, pédagogie et bon danseur. Que vous dire bon danseur d'ailleurs, compétition sociale, etc. Ce n'est pas pareil. » Andrea dit « Bon, et après les orgas font aussi en fonction de leur budget. En tout cas, parfois je sais que c'est compliqué. Je le sais aussi. Vraiment, 1000 fois je le comprends. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du fait qu'éventuellement, est-ce que nous serions tous prêts à payer les soirées un tout petit peu plus cher, pas pour que les orgas s'en mettent plein les fouilles, mais pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions et déclarer. » Donc Laure, je suis ravie que tu sois d'accord avec moi. Andrea dit « Ça me choque quand la partenaire n'est pas payée. Après, c'est différent avoir une partenaire qui est là pour le support visuel, comme tu dis. Là, je suis d'accord que son tarot est différent, mais de là à ne pas payer, non. Après, si les deux sont profs et interviennent, ils doivent être payés pareil. Tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on se rejoint beaucoup sur ce principe. On va peut-être s'arrêter là. Parce qu'il est quand même assez tard. On voulait diminuer le temps du live et malheureusement, on n'a pas réussi. Moi, j'y croyais pas. Donc, on sait qu'il y a un million de choses à faire, mais en tout cas, c'est cool d'avoir pu débattre de tout ça avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez parler de certains sujets, que vous soyez professionnel ou non, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer des messages. On note tout et on essaie de planifier justement pour le futur tout ce dont on pourrait parler pour faire grandir un peu le projet. Et puis sinon on se donne rendez-vous ce soir au LV Factory. C'est une soirée gratuite, le bar est climatisé, le bar est très sympa dans un petit endroit super cool, c'est très cosy. Il y a un cours de bachata qu'on donne à 20h30 et ainsi qu'un cours de keys donné par Andrea qui est là avec nous à 21h30. Non, elle n'est pas là cette semaine. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pardon, Andrea. Voilà. On vous fait des bisous et merci Laure. Ah, merci Laure, c'est un amour. On vous fait des bisous à tous et en espérant que... Et battez-vous pour votre salaire, les gars. Hein, on est tous ensemble. Battez-vous tout court. Et on vous fait des bisous et puis envoyez-nous des messages et voilà, on vous aime. Et juste moi une dernière chose. Si vous avez besoin de billes sur l'intermittence du spectacle, voir comment ça se passait en tout cas il y a encore quelques années,
J'ai encore quelques contacts avec Pôle emploi avec qui on peut toujours aller voir des choses, mais si vous voulez être un peu plus cosy, on peut toujours aller boire un verre et en parler. En tout cas, déjà, si ça peut faire évoluer les choses, c'est cool. C'est une excuse pour aller boire des coups. Voilà. Bon, on vous fait des bisous, les amis. On vous embrasse. Merci encore d'avoir été là avec nous et on se voit dans pas très longtemps. Des bisous.